Très bien. Donc déjà, on tient à vous remercier avec Marie pour votre présence aujourd'hui. Donc nous sommes ingénieurs en 5e année à l'école d'ingénieurs de Purpan. Dans le cadre d'un projet avec des enseignants-chercheurs de l'école, nous avons choisi de travailler avec 3 autres camarades sur le thème de l'agriculture et des GAFAM, ou appelés également Big Five. Donc ce sont les groupes suivants, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft également, qui peu à peu dominent notre monde. Aujourd'hui, l'école d'ingénieurs de Purpan est réputée notamment pour les expériences terrain à travers le monde agricole qu'elle peut proposer, ou encore avec une dimension internationale ou en entreprise également. Et donc, nous avons choisi d'imaginer en fait un cursus dans un monde qui est futuriste, qui n'est d'ailleurs peut-être pas tant futuriste que ça, puisqu'il se rapproche du monde actuel dans lequel nous vivons. Les grands groupes que je vous ai cités précédemment régiraient donc dans ce monde-là sans aucun doute notre monde, et notre école serait dans l'obligation donc d'adapter la formation actuelle à ces structures, notamment sur le plan agricole. Donc nous avons repensé une formation qui permettrait aux ingénieurs de Purpan d'intégrer à la suite de leurs études, non pas des grands groupes dans l'agroalimentaire tels que des grands groupes de semences ou des coopératives ou des grands de l'agroalimentaire, mais des structures telles que Google, Apple ou Facebook. Voilà, je laisse la main à Marie pour la présentation du support. Merci Capucine. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est que on a conçu ou du moins reconçu la plaquette de l'école de Purpan pour imaginer en fait la formation des ingénieurs de l'agriculture 3.0 à l'école de Purpan sur le campus Purpan 0001 situé à Toulouse. Donc, tout d'abord, en fait, ce qui se passerait, c'est que en première année, on aurait un farming simulator de 2 jours qui serait obligatoire pour tous les étudiants. Voilà, les étudiants apprendraient aussi durant la première année à créer leur profil virtuel et leurs avatars. Et en fin d'année, non pas un stage en exploitation agricole comme à l'époque, mais une visite des 30 exploitations agricoles restantes en France. Ensuite, nous arrivons en 2e année et nous apprendrons aux élèves à se dataiser. Donc, ça servira par la suite à dataiser justement des exploitations agricoles durant l'Euro 360, qui est une matière très importante de la 2e année. Et en fin d'année, donc durant l'été, un stage en pays asiatique obligatoire. À la suite de ce stage en pays asiatique, il nous reste 1 minute, je viens de voir. Il y aura un examen de mandarin et à la suite de cela, en 3e année, des mémoires d'études sur les GAFAM. Beaucoup de temps sera passé aussi au Farm Lab sur des expérimentations de viande in vitro. Ensuite, pendant la 4e année, vous allez rencontrer, chers futurs élèves, des entreprises GAFAM pour se networker, et vous terminerez par un semestre dans un des nombreux campus de Purpan en pays anglophone ou sinophone. Et enfin, la dernière année, donc stage de fin d'études en multinationale et domaine de spécialisation et remise des diplômes. Tout cela pour vous permettre, en fait, chers futurs élèves, de choisir votre métier de rêve parmi les 30 métiers d'exception disponibles à la sortie de notre école d'agriculture. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie et Capucine Le Guillou. Je crois que nous allons passer au 2e projet qui portera sur l'agriculture circulaire, si j'ai bien compris. Mais vous aurez des réactions, je pense. Bonjour à tous, bienvenue au Salon de l'étudiant de décembre 2051. Vous souhaitez vous engager pour votre pays? Vous êtes au bon endroit, au stand du service et de la contribution agricole. L'agriculture française a besoin de vous. Depuis la grande pénurie de pétrole de 2036, l'État français a décidé d'interdire cette ressource pour le secteur agricole. Nous sommes donc en pleine session de recrutement de main-d'œuvre pour nourrir le pays. Vous avez entre 16 et 25 ans, le service agricole est fait pour vous. Si vous souhaitez vous mettre en pratique ce que vous avez appris sur l'agriculture depuis votre plus jeune âge, ce service vous permet de participer à l'effort agricole de la France pendant 6 à 24 mois. Vous avez le droit à une indemnité mensuelle équivalente au SMIC. Vous serez également logé sur place et les exploitations agricoles qui vous accueillent bénéficient d'aides financières et n'ont aucune charge à payer. L'État français s'occupe de tout. Cette expérience vous permet de gagner en maturité, d'acquérir une nouvelle expérience professionnelle, de sortir des bancs de l'école et de pimper votre CV. Selon la durée du programme que vous choisirez, vous pourrez travailler dans une ou plusieurs fermes. Plus vous allongez la durée du programme, plus grande sera votre découverte des fermes françaises.
Le programme 24 mois vous permet de réaliser un véritable tour de France agricole. Des vendanges dans le sud de la France jusqu'à la traite en Bretagne, en passant par les récoltes de melons en Charente et de la fabrication de fromage en Savoie. Vous pourrez redécouvrir la richesse du terroir français. Et pour les parents qui souhaitent aussi s'investir, c'est possible. Donc le programme de la contribution agricole a été créé pour les plus de 25 ans qui souhaitent sortir du bureau et mettre la main à la pâte pour nourrir le pays. Ce programme vous permet de consacrer quelques heures de travail par an à l'agriculture française, tout en conservant votre salaire. Et vous pouvez rassurer votre employeur, si vous le faites, lui, il bénéficiera d'exonération de charges sociales. Après tout, l'effort doit être collectif. Dès votre engagement, vous rejoindrez un réseau solide composé de membres du programme et d'agriculteurs. Vous pourrez compter sur eux pour vous aider lors de votre expérience, pour vous former, mais également pour partager vos expériences en instantané. Un vrai lieu d'échange et de rencontres s'ouvre à vous. D'ailleurs, vous pouvez dès à présent rencontrer d'anciens membres du programme à ce salon qui sont venus aujourd'hui pour vous parler de leur expérience. Vous ressortirez de cette expérience grandie, en pleine santé physique et mentale, et vous pourrez faire languir d'envie vos collègues et votre famille. L'expérience peut durer autant de temps que vous le souhaitez. Vous pouvez choisir de vous impliquer dans la vie d'une ferme en particulier, ou bien d'en découvrir plusieurs afin de redécouvrir le terroir et la richesse de la France. Vous souhaitez que votre ado s'investisse dans un vrai projet le temps de trouver sa voie? Ou vous en avez marre d'être enfermé dans votre bureau et souhaitez participer à l'effort collectif pour nourrir la France? Alors n'hésitez plus et inscrivez-vous sur le site www.serviceagricole.gouv. Pensez à remplir le questionnaire sur le type de production que vous souhaitez découvrir. Nous vous attendons avec impatience. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux deux groupes là, parce que vous avez réagi, vous avez été très réactifs au fait qu'on était en distanciel. Normalement, effectivement, vous deviez avoir un véritable stand dans un espace forum. Je pense que nos invités que je vais présenter d'ici très peu de temps vous ont entendu. Je vois qu'effectivement, j'en vois déjà un des invités. Et donc, je vais vous demander peut-être de rester quelques minutes, pas trop longtemps, pas trop prendre sur le temps d'après. Mais j'aurais aimé demander à Philippe Mauguin et à Nadia Pelfix, si elle est déjà là. Donc, Philippe Mauguin, que je vais présenter, de réagir. Je suis là. Ah, Nadia, bonjour. Donc, voilà, on vient de découvrir donc cette vision. Ces deux visions particulièrement originales, donc une belle entrée en matière pour aborder ce dernier échange de la journée sur le futur du site toulousain à l'avenir du centre INRAE. Et donc, nos deux derniers invités sont Nadia Pelfix, vice-présidente de la région Occitanie, donc qui est une élue régionale depuis 2010 et qui est depuis 2016 en charge de l'enseignement supérieur, recherche, Europe et relations internationales. J'ajoute juste à ce portefeuille le fait que la collectivité que vous représentez, Nadia, pilote également l'agriculture, le développement rural et au passage les lycées agricoles. Et puis à vos côtés, si je puis dire, donc sur la vignette d'au-dessus, bien Philippe Mauguin, qui a été nommé président-directeur général de l'INRA en juillet 2016, mandat renouvelé en octobre 2020, qui concerne à présent cet institut qui a gagné une lettre de plus, mais pas seulement, donc le E de l'environnement. Signalons d'ailleurs, Philippe, que vous avez lancé un gros chantier collectif, une sorte de feuille de route pour relever les défis de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement de demain, mais vous vous êtes arrêté un peu bêtement, je trouve, à INRAE 2030. Vous voyez, nos élèves sont plus prospectifs que vous. Alors, donc voilà, peut-être qu'avant de lancer réellement les échanges de la dernière séquence, est-ce que vous avez envie, Nadia et Philippe, de dire un mot de ces deux projets qui viennent de vous être présentés, si vous avez eu le temps de les voir ou pas. Alors, malheureusement, si je peux me permettre, chère Nadia, chère Valérie, de réagir en premier, je suis arrivé parce que j'avais quelques petits sujets à régler, parce qu'on est en conseil d'administration demain. Donc, je suis arrivé un petit peu trop tard. J'ai juste vu les tout derniers échanges. Donc, je m'en excuse auprès des étudiantes. Et si c'est enregistré, j'irai voir le podcast. Mais si Nadia elle avait la chance de les avoir entendus, évidemment, je serais heureux par sa réaction de comprendre ce qui s'est passé. Nadia? J'ai eu cette chance, Président. J'ai eu cette super. chance, alors pas dans l'intégralité pour le premier,
Quand je suis arrivée, il était indiqué que les principaux partenaires seraient désormais Google, Apple, enfin bon, bref, les GAFAM. Donc, dans une description qui, pour moi, est absolument cauchemardesque d'un futur de l'enseignement et qui serait assez révélateur, en fait, pour moi, d'une perte de boussole de notre République quant au rôle à la fois de l'enseignement supérieur, de notre recherche et puis dans notre rapport à la planète, à son environnement et à l'alimentation. Et un deuxième projet, alors, par contre, c'était extrêmement bien fait, donc ça n'enlève rien, évidemment, à la qualité à la fois de l'écriture, parce qu'il y avait un véritable travail d'écriture aussi, de la part des étudiants. Et je trouve que cette manière de faire, d'ailleurs, met en abîme les risques et donc invite évidemment à un futur plus désirable. Sur le deuxième projet, et on est effectivement là 21 ans plus tard que la prospective que vous avez conduit, Philippe, puisque c'est 2051 de mémoire, ce qui nous a été présenté. Et là, on est quand même sur quelque chose de plus enviable, avec un État keynésien d'ailleurs extrêmement affirmé, avec une dimension intergénérationnelle qui m'a beaucoup plu également, dans un rapport à la fois à la recherche, à l'alimentation, à la terre, au terroir, qui a été cité d'ailleurs, qui montre une belle conscience de notre jeunesse. Et je dois vous dire, en réflexion rapide, que je me disais que j'espérais bien que certains d'entre vous prendraient des responsabilités politiques, parce que, au-delà de vos engagements de futurs professionnels et aux compétences que vous êtes en train d'acquérir, vous portiez là en tout cas une vision du monde que moi je souhaiterais pouvoir partager. Et comme c'est vous qui l'avez développé, je pense que c'est toujours mieux que vous fassiez plutôt que l'on fasse pour vous. Donc je vous encourage à vous engager encore plus fortement. Alors, peut-être, Valérie, du coup, ça me laisse, parce que moi, j'ai vu à la fin des interventions des jeunes, mais je n'ai pas vu les vidéos. Mais par contre, j'ai eu la chance que vous m'envoyiez hier les vidéos. Oui. Donc, si c'est bien des vidéos dont il s'agit, de ces vidéos futuristes, alors je peux réagir, même si je ne les ai pas vues en direct, je les avais eues un peu en avance de phase. Et je crois que tu n'as pas vu les bonnes. Enfin, tu as vu celle du matin, me semble-t-il. Alors moi, j'en ai vu une effectivement qui était assez terrible, assez glaçante, sur l'horizon 2050, avec un seul modèle d'agriculture hyper industrielle, des fermes géantes automatisées tenues par le grand capital, et qui effectivement ne correspondent pas du tout au modèle de l'exploitation tel qu'on le voit en France et même en Europe, pour l'essentiel autour de l'exploitation familiale qui a évolué vers hors cadre familial. Donc, c'est vrai que ce scénario, je ne dis pas qu'il est complètement fantaisiste, hein. C'est un futur possible, mais c'est évidemment pas celui qui nous intéresse, c'est pas celui qu'on a envie de défendre. Et c'est l'occasion de te rassurer aussi, Valérie, parce que quand on a fait notre plan stratégique INRAE 2030, il s'est calé sur des projections à 2050. Mais on s'est dit que si on avait appelé notre document INRAE 2050, la même Valérie nous aurait dit, bah, dis donc, vous prenez votre temps. Donc, en fait, ça aurait pu arriver, donc ça aurait pu arriver dans le même débat. Donc, on a bien un horizon, notamment sur tout le changement climatique, les évolutions démographiques, qui est bien le même horizon de 2050. Et par contre, on l'a traduit en plan d'action à 10 ans, parce qu'il faut qu'on bouge, y compris en recherche, en innovation. Et de fait, le futur qu'on essaye de préparer pour l'agriculture occitane, française, européenne et les agricultures mondiales, c'est pas celui qui est dans ce scénario. Et on pense que, même si c'est pas facile, il y a des transitions possibles qui permettent de combiner l'impact du dérèglement climatique, 9,5 milliards d'humains sur Terre, et des systèmes d'alimentation sains et durables. Merci beaucoup pour cette première réaction. Donc, je vais laisser nos amis de Purpan nous quitter, mais en les remerciant une fois de plus de leur belle créativité. Et j'aimerais qu'on accueille, si la technique le permet, un autre groupe d'étudiants, parce que nous avons décidé avec Pierre-Benoît Joly que nous étions trop vieux pour parler de l'avenir et du futur. Donc, nous avons passé la main, en quelque sorte. Et pour cet échange, il nous a semblé beaucoup plus pertinent que ce soit encore des jeunes qui vous adressent leurs interrogations, leurs ambitions, leurs attentes, leurs inquiétudes éventuelles,
Alors, ces jeunes interpellantes et interpellants, on va les appeler comme ça, sont 6, on les voit là, bien sages. Il y a Flora, Lucie, Paul, je vous les présenterai un peu mieux tout à l'heure, Marianne, Samuel et Pierre-Antoine. Ils sont au lycée agricole d'Auzeville, inscrits en 2e année de BTS agronomie, spécialité production végétale, et avec 2 de leurs enseignantes en agronomie, Ingrid Bergeau et Alexandra Maltas. Leur classe, parce qu'ils sont les porte-parole en quelque sorte, a accepté un défi que nous leur avons lancé. Et il faut du cran pour faire cet exercice quand on a entre 18 et 21 ans, c'est de vous mettre à la question, Philippe et Nadia. Donc, je vais laisser immédiatement, parce qu'ils ont beaucoup de questions, il a même fallu en supprimer de manière très, très autoritaire et très subjective. Donc, je vais commencer par laisser la parole à Marianne, qui, je pense, si mes souvenirs sont bons, est fille d'agriculteur installée dans le Lauragais. Et Marianne a une question qui s'adresse en priorité à Philippe, même si Nadia… Il y aura des questions qui prioriseront Nadia ou Philippe, et je le préciserai à chaque fois. On a combien de temps en tout, Valérie? Parce que tu sais qu'on peut être un tout petit peu bavard. Enfin, moi, surtout. Oui, Nadia, elle est plus concise. alors, vu qu'il y a entre 13 et 14 questions, Philippe, vous aurez l'amabilité de répondre de manière concise, efficace et intelligente. D'accord. Ça, c'est… Normalement, tu aurais dû ajouter comme d'habitude. Mais bon. Comme d'habitude. Marianne, pouvez-vous poser votre question? D'accord. Dans nos visites d'essai qu'on mène au lycée, on rencontre beaucoup d'agriculteurs et certains se plaignent du manque de lien qu'ils ont avec les instituts de recherche. Même certains se demandent où partent leurs cotisations puisqu'ils ne voient pas les résultats des recherches sur le terrain. Pensez-vous qu'il y a un manque de lien entre la recherche et les agriculteurs? Alors, bonne question. Question très importante pour INRAE, puisqu'on est, vous le savez, un organisme de recherche, ce qu'on appelle finalisé. Alors, finalisé, ça veut dire quoi? C'est que nos chercheurs font de la recherche au meilleur niveau mondial pour faire repousser les limites des connaissances, la compréhension des génomes, que ce soit du blé, que ce soit des animaux, que ce soit du microbiote, la connaissance de la planète, le stress hydrique, j'en passe et des meilleurs. Donc, c'est de la recherche qui peut être très fondamentale. Mais la particularité d'INRAE par rapport à un autre organisme comme le CNRS, qui fait de la très belle science, c'est qu'on veut que c'est de l'impact. Enfin, le CNRS aussi d'une certaine manière. Mais donc, on va plus loin que la simple recherche dans les laboratoires pour aller vers les applications. Donc, vers les agricultrices, les agriculteurs, vers les PME alimentaires, vers les citoyens. On travaille aussi beaucoup avec les collectivités locales. Bref, on a ce souci de l'impact. Alors, pour les agriculteurs, je dirais qu'on a énormément de connexions avec eux. On n'est pas les seuls, parce qu'on travaille avec des instituts techniques et avec les chambres d'agriculture. Et c'est eux qui bénéficient des cotisations dont vous parlent les agriculteurs. C'est pas nous. Nous, on n'est pas financés par les cotisations des agriculteurs. On est financé, je crois que c'est une grande force pour la recherche publique, par vous, par les citoyens, par les contribuables, par les fonds publics. Ce qui donne aussi une forme d'indépendance aux chercheurs et ça permet de travailler sur le long terme. On n'est pas soumis à la pression du très court terme. Mais ce n'est pas parce qu'on a 80% de nos financements qui sont publics qu'on ne va pas travailler avec les agriculteurs parce qu'on veut que ça soit utile, nos recherches. Et donc, on a plein de dispositifs pour travailler avec eux. Et on a à la fois des laboratoires, on a des serres, mais on a aussi des fermes expérimentales. Si vous ne les connaissez pas encore, je vous invite avec vos profs des lycées à en visiter. Il y en a évidemment en Occitanie des magnifiques, mais il y en a dans toutes les régions de France. Et dans ces fermes expérimentales, on a des chercheurs, des ingénieurs et des techniciens qui testent les solutions issues des labos, mais en vrai, dans le réel, dans des conditions d'une production annuelle de blé, de tournesol, de colza, d'un élevage laitier, d'un élevage de moutons, etc. Et en associant les agriculteurs environnants. Et quand je me déplace dans les unités expérimentales, c'est pratiquement tout le temps, il y a tel ou tel agriculteur qui a participé à la conception du projet. Donc ça, c'est une première volonté d'être un peu en immersion avec le monde réel. Et puis après, on a des dispositifs, là, qui peuvent être carrément des programmes de recherche, ce qu'on appelle en mauvais français, des living labs, c'est-à-dire des laboratoires vivants où on va associer dès le début des recherches les partenaires. Et ça peut être des agriculteurs, ça peut être des associations environnementales, des collectivités. Et ça, c'est un mode de recherche participative qui se développe de plus en plus
que les collègues de Toulouse connaissent bien et qui est, je crois, très prometteur. Donc, ma réponse, c'est en fait, on a beaucoup de choses en connexion avec les agriculteurs. Tous ne le savent pas. C'est sûr que les 400 000 agriculteurs de France ou les 400 000 exploitations principales ne sont pas toutes en connexion avec nous, mais on travaille avec, je dirais, plusieurs milliers d'agriculteurs et d'agricultrices sur toute une série de sujets. Je suis convaincue qu'en Occitanie, tous les agriculteurs savent que INRAE travaille avec eux. Oui, mais après, quand on a… Non, mais c'est vrai, quand on a des enquêtes, des sondages, il faut toujours se méfier des sondages, hein, ce n'est pas la vice-présidente qui me dirait le contraire, mais quand même, quand on a des enquêtes publiques auprès des agriculteurs sur ce qu'ils pensent des organisations, souvent, l'INRA devenu INRAE apparaissait en premier, Oui. comme étant l'organisation, même si c'est frustrant parce qu'on n'a pas toujours la réponse qu'ils attendent pour aujourd'hui, ils savent quand même qu'on apporte des choses et que les recherches d'INRA, devenues INRAE, ont permis toute une série de nouvelles variétés de blé, de tournesol, de salades, de tomates, mais aussi des dispositifs originaux, de nouvelles façons de traiter le big data, les drones, les capteurs. Donc, quelque part, et je pense que les agriculteurs le savent, que d'avoir le premier organisme de recherche mondial en France est utile. Merci Philippe. Alors, je crois que Lucie a une question qui s'adresse plus particulièrement cette fois à Nadia Pelfig. Lucie, oui. Vous êtes prête? Oui, bonjour. Alors, ma question, c'est la demande du consommateur évolue de plus en plus vers du bio ou du circuit court. Aidez-vous les agriculteurs face à ces nouveaux enjeux technico-économiques? Et si oui, comment le faites-vous? Alors, Nadia. Merci beaucoup. D'abord, bravo à toutes et tous pour ces questions très, très pertinentes. Vous avez raison, la demande des consommateurs, des citoyens, on parle de consommateurs également, évolue. Et c'est une variable qui est essentielle pour nos producteurs, pour nos entreprises, mais aussi pour nous, les pouvoirs publics. D'abord parce que dans la manière de consommer, les citoyens envoient aussi des messages aux responsables politiques qui ont dit parfois que la carte bleue est un message électoral aussi puissant que la carte électorale, c'est-à-dire que le vote dans les choix qui sont faits. Et pour accompagner cette volonté de consommer local qu'on avait détectée comme vous tous et de consommer plus bio aussi, on a mis en place des plateformes que vous connaissez peut-être. Il y a une plateforme qui s'appelle Tous Occitariens, dont un des emplois, Romain Tamac, et d'Amazon, qui est une plateforme qui est concurrente dans le terme à Amazon. Mais dans Amazon, c'est que des produits made in Occitanie. Ces plateformes sont actives, hein, je vous invite à aller les consulter. Et cette année, on a lancé une campagne, notamment à l'occasion des fêtes du 24 et du 31 décembre, qui sont des périodes, vous le savez, de forte consommation de produits agricoles ou d'élevage, pour que l'accent soit mis sur les produits régionaux. Et c'est une campagne de communication qui a été lancée par la présidente Carole Delga qui s'appelle Votez PPO. PPO comme produit d'origine, le parti du produit d'origine. Donc, prenez parti des produits d'origine. C'est ça, la campagne qui a été lancée au sol, en radio, en télé. Et là, ce matin, par exemple, j'étais dans un établissement universitaire, l'université Toulouse-Jean Jaurès, où on menait une campagne Bien manger pour tous, où on achète des produits à nos producteurs locaux, notamment parce qu'avec les difficultés pandémiques, ils les écoulent moins fortement parce qu'il y a moins de traiteurs, etc. Donc, on leur achète des produits locaux et on les distribue aux étudiants qui ont des besoins ou qui sont en situation de précarité avec le Crous et avec des associations d'aide alimentaire. Et c'est l'occasion pour nous de leur permettre d'accéder, là, par exemple, il y avait du riz de Camargue, des lentilles ou des yaourts qui ont été faits avec du lait local et par une industrie agroalimentaire locale. Donc, de leur faire découvrir ces produits de proximité, c'était 5300 paniers qui ont été distribués. On a des atouts en matière de bio pour satisfaire la demande des consommateurs. D'abord parce qu'on est la deuxième plus grande région agricole, avec 12% de la surface agricole utile en métropole française. Parce que l'agriculture en Occitanie, c'est près de 160 000 emplois, 157 000 pour être précise, et c'est donc 7% du total des emplois. Des fois, alors vous le savez sans doute, mais des fois, les gens, dans la perception qu'ils ont d'Occitanie,
ils pensent de suite aéronautique, spatiale, Thomas Pesquet. C'est vrai tout ça. Mais c'est le troisième secteur d'emploi. Le premier, c'est l'agriculture et l'agroalimentaire. C'est 60 000 exploitations dans notre territoire qui sont plutôt des exploitations de taille modeste. Et c'est presque 17% des exploitations du territoire national qu'on trouve en région Occitanie. On est aussi la première région européenne sous signe officiel de qualité et d'origine, donc les SICO. Et ça, c'est une attente aussi des populations sur la qualité qui est importante. Et donc, on peut avoir des atouts et tirer notre épingle du jeu sur ce sujet. Et on est la première région bio donc en France. Hein. Et il y a une exploitation sur 4 qui est bio en France, qui est bio en Occitanie, pardon. Et pour autant, la question qui était la vôtre, au-delà de l'évolution de la consommation, c'est comment on fait. OK, on est les premiers, on est bons, etc. Mais comment on fait pour aider plus d'agriculteurs à pouvoir diffuser leurs produits en circuit court ou à se transformer en bio? Pour nous, il y a continue quand même à stimuler la demande parce que si on interroge les gens, ils sont pour du court et du bio. Si on leur demande qu'est-ce qui va guider l'acte d'achat, c'est le prix. Bien sûr. Donc, il y a quand même de l'éducation encore à faire sur peut-être manger moins de viande, mais manger mieux de la viande, choisir des produits avec soin qui sont plus nutritifs dans leur forme primitive, plus bio, moins transformés, etc. Donc, d'abord, il y a, pour aider nos agriculteurs, continuer à stimuler la consommation. Ensuite, il y a les accompagner vers le bio, parce qu'au moment où ils font de la conversion vers le bio, il y a parfois des pertes de rendement. On a accompagné 4000 exploitations vers le bio, c'est 23% de la surface nationale, et en versant des aides publiques sur ce sujet. On accompagne également sur le foncier et l'acquisition de foncier agricole, ce qui est un sujet qui est vraiment compliqué. Donc, on met en place un office foncier agricole pour pouvoir les accompagner un peu plus fortement. J'ai vu que Philippe avait levé la main. Oui, mais Philippe… Vous voulez réagir, Philippe? Ah, Philippe, si vous ne mettez pas… Non, à la fin, après Nadia, s'il reste encore une minute en complément. Oui, mais alors… Du coup, je finis. Oui, voilà. Je finis très vite. Du coup, sur le pacte… on a adopté en région Occitanie ce qu'on a appelé le pacte vert ou Green Deal, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a été adopté au niveau européen et on l'a adopté en novembre dernier en région Occitanie. Et la question de l'alimentation, c'est un chapitre entier de ce pacte vert et il faisait suite en fait à un autre pacte alimentation qu'on avait adopté en 2018 et c'est dans ces deux pactes-là qu'on définit les orientations qui permettent justement d'avoir un foncier plus propice, qui permet d'avoir des aides à la conversion bio, qui permet de stimuler la consommation. Pour stimuler la consommation, de mieux expliquer, mais aussi d'avoir des plateformes de mise en relation des producteurs et du consommateur, des relations directes. Ils n'ont pas tous le temps d'aller sur les marchés, ils ne sont pas tous sélectionnés par les grandes et moyennes surfaces. Et donc, c'est là que tous Occitariens et dans ma zone revêtent un intérêt particulier, d'autant qu'ils échappent à la taxation des GAFAM, pour la mise en relation, puisque comme c'est opéré par la puissance publique, à savoir l'Occitanie, nous, on ne taxe pas les transactions, évidemment, et même on prend en charge la mise en place de la vitrine digitale de nos producteurs et de nos agriculteurs, dont c'est rarement le métier premier, et qui parfois prennent des prestations coûteuses, mais pas toujours adaptées à leur forme de produit, pour pouvoir favoriser la mise en relation avec le consommateur. Merci Nadia. Alors, Philippe, vous souhaitiez réintervenir. Après, je vous demanderai à tous les deux, et c'était normal, là c'est la mise en place, vous avez des choses, des messages à délivrer pour les jeunes générations, et comme on a pas mal de questions, voilà, d'être peut-être plus incisif même, plus court, ok. Oui, voilà, c'était une autre manière de le dire. Alors, Philippe. Oui, mais du coup, très brièvement, non, mais je soutiens l'analyse qu'a présentée Nadia Pelfix, c'est-à-dire que le bio, les circuits courts sont très attendus, nos études, les chercheurs le montrent, qui travaillent dessus, sont très attendus par les consommateurs. Le local est remonté et en fait,
dans les comportements d'achat, finalement, c'est presque valorisé autant que le bio. Alors, le bio est plus valorisé que le conventionnel, mais le local qui est vraiment tracé et en proximité est très attendu. Et après, comme elle l'a très bien dit, il faut éviter qu'il y ait une alimentation à deux vitesses et que le bio et le local soient réservés, on va dire, aux bobos ou aux classes favorisées, et puis que les classes plus pauvres n'y aient pas accès. Donc, il y a des marges. Là aussi, on travaille sur l'évaluation de ce que pourrait coûter le panier, j'avais envie de dire du ménager, pour pas dire de la ménagère, de la famille, un panier alimentaire qui soit équilibré en produits locaux bio et comme elle l'a très bien dit, avec un rééquilibrage entre la viande et le végétal. Il faut continuer, pour tous ceux qui le souhaitent, de manger de la viande, mais moins, de meilleure qualité. Et quand on fait ça, on arrive à avoir des paniers qui ne sont pas plus chers. Mais c'est de l'information, de la sensibilisation. Et puis évidemment, je salue le travail que fait la région en appui aux filières bio et agroécologiques, puisqu'il faut aussi accompagner les agriculteurs dans leur transition. Alors, je vais laisser la parole à Paul. Je vous précise juste que ses grands-parents, d'après ce que je sais, faisaient du foie gras en Dordogne et vous verrez qu'il y a un lien avec sa question. Paul? Pour l'INRAE, l'association élevage et culture sera-t-elle la solution pour avoir une agriculture durable avec des pratiques agroécologiques? Voilà. Donc, question courte. Oui, question courte. Question courte, bah oui, mais belle question. Ah, ben oui, alors, bon, je vais essayer d'être quand même, de concilier l'envie de partager des choses avec Paul, que je remercie, et puis la surveillance que nous fait notre maître de cérémonie. Non, c'est pas ça. C'est que moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment, c'est une réponse adressée à Paul. Ouais. Et là, du coup, je pense que ça. Hein, oui, voilà. C'est ce que j'essaye de faire. Bon, après, on y arrive plus ou moins bien, mais bon. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on retrouve plus de combinaisons, effectivement, entre l'élevage et les cultures végétales. Dans les 40 à 50 dernières années, il y a eu plutôt une spécialisation des territoires, avec des territoires qui avaient vraiment plutôt orientés élevage, d'autres plutôt orientés grande culture. C'était à la fois lié à des spécificités qui existent, climatiques, agroclimatiques, mais aussi à une spécialisation des filières. Et en fait, on en a vu les limites. Et ça pose des problèmes. Il faut qu'on redécouvre l'intérêt de la polyculture élevage. Et donc, on a des recherches là-dessus, des recherches très appliquées aussi avec les agriculteurs. Et on montre que quand on arrive à recoupler l'élevage et les cultures, on gère mieux la fertilité des sols. On va avoir de l'azote, du phosphore naturel qui va pouvoir être recyclé. Et ça évite d'utiliser des engrais minéraux. C'est mieux pour l'effet de serre. Ça limite aussi les émissions d'ammoniac. Si on combine bien certaines formes d'élevage qui ne sont pas de l'élevage intensif, mais sur parcours, ça peut se faire avec de l'agroforesterie. Donc, ça a un effet positif sur la biodiversité. Et ça peut aider à réduire les produits phytosanitaires. Voilà, j'en dis pas plus, mais je pense que c'est vraiment un axe qu'il faut qu'on retravaille. Et c'est important que les jeunes générations de lycéens que vous êtes l'aient à l'esprit. C'est-à-dire que pour être moderne et efficace, il ne faut pas être forcément hyper spécialisé, mais on peut être diversifié. Alors, il y a une autre question qui est tout aussi importante. Elle s'adresse cette fois-ci, Flora, à Nadia. Je suis désolée. L'idée, c'était de vous faire interagir beaucoup plus sur une même question, mais vu le flot de questions qu'avaient ces jeunes, je suis obligée de le faire un petit peu au hachoir. Donc, Flora, vous aviez une question qui, moi, me paraît également essentielle. Vous pourriez nous la relayer, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Bonjour. Donc, nous, en tant qu'étudiants, on a le sentiment qu'aujourd'hui, l'enseignement agricole est énormément détaché de tout l'enseignement scolaire français. Pourtant, on y forme des gens qui, demain, devront répondre à des problématiques qui nous concernent tous, comme la sécurité alimentaire ou la protection de l'environnement. Pensez-vous que ce n'est pas une erreur de mettre autant l'enseignement agricole à l'écart? En fait, moi, je n'ai pas ce sentiment-là et donc ça m'intéresserait de savoir l'origine de la perception qui est la vôtre. Vous le savez, nous, on reconnaît d'une part pleinement l'enseignement agricole et on a on a 68 établissements scolaires en région Occitanie. C'est presque 18 000 lycéens dans nos établissements, donc c'est beaucoup. Il y a presque 4 000 apprentis.
du CAPA au BTSA. Et chaque année, en fait, on enregistre des augmentations de ces effectifs, donc qui démontrent une attractivité de ces établissements, sûrement pour les raisons que vous indiquez sur le fait que c'est au centre et au cœur du débat de société, hein, que la question de l'alimentation, de la souveraineté alimentaire. En 2017, on avait d'ailleurs organisé les premières assises régionales de l'enseignement agricole, agroalimentaire et vétérinaire pour essayer d'échanger avec l'ensemble de la communauté éducative sur les mutations qui étaient à l'œuvre au moment où émergeaient très fortement les questions de transition environnementale notamment. On a fait des protocoles d'accord entre l'État et la région Occitanie, de manière précise avec la DRAF, qui est la direction régionale en charge de l'agriculture et de l'agroforesterie. Et on a été en fait la première région, nous, à contractualiser sur le plan national sur ces sujets d'enseignement et d'avenir agricole national en disant qu'ils étaient corrélés. On a, dans les appuis qui sont les nôtres à nos établissements, on considère qu'il faut avoir des éléments de pointe. Et donc, de la même manière qu'on met des moyens sur nos équipements de lycées généraux technologiques, on fait de l'appui à l'achat de matériel agricole pour nos établissements pour qu'on puisse avoir des équipements qui soient actuels et qu'on peut retrouver sur les exploitations. Du coup, c'est un peu plus 600 000 euros, je crois qu'on a mis l'année dernière. Et j'espère que cette année, vous avez découvert le site Internet qui a été élaboré avec les directeurs des établissements, justement, de lycée agricole, les exploitations et l'État, précisément les services de la DRAF. Et ça présente justement les caractéristiques de l'enseignement agricole parce que nous, on considère qu'il doit demeurer attractif comme il est et comme ses effectifs le prouvent. Et enfin, pour leur donner aussi un aspect attractif, on pense qu'il faut démontrer qu'il y a des pratiques innovantes dans l'agriculture et que cette innovation, elle est synonyme de progrès, accessible à tous et au bénéfice de tous et de toutes, et pas réservée à une élite technoïde ou technophile, mais qu'on peut bien être un geek agricole, quoi. Et donc, du coup, on finance des projets en ce sens, avec des appels et projets sur l'innovation, à des expérimentations qui s'inscrivent dans le pacte vert dont je vous parlais tout à l'heure. Du coup, j'ai tendance à vous renvoyer la question parce que moi, ça me désole si vous avez le sentiment qu'on n'y accorde pas tout l'intérêt et toute l'importance que ça devrait avoir, parce que moi, je suis convaincue de cette importance, qu'on a l'impression d'y faire gaffe. Mais si vous avez le sentiment que c'est insuffisant, je suis preneuse déjà des pistes de développement et mon collègue Vincent Labarque qui est en charge, je suis sûre qu'il les accueillera avec grand intérêt, mais de bien comprendre pourquoi vous avez l'impression qu'on s'en intéresse moins que d'autres sujets. Alors, ouais. Nadia, moi je pense que je vais redonner la parole justement à ces élèves sur cette question-là. Il me semble qu'en fait, ça déborde un peu du champ de compétences de la région. C'est-à-dire que le sentiment, ce n'est pas la première fois pour ma part que j'entends ce sentiment d'une sorte de complexe par rapport au système de l'éducation nationale, mais sauf que la région a une compétence affirmée et se préoccupe de ces lycées agricoles. Pour ça, il n'y a certainement aucun doute, mais c'est peut-être au niveau national, dans le système éducatif général, qu'il y a peut-être des choses à changer. Sans doute change-t-elle déjà. Mais j'avais déjà entendu ce petit problème du complexe de celui qui est en général en lycée agricole, même au niveau du BTS. Mais peut-être que vous voulez peut-être compléter. Pourquoi vous avez eu envie de poser cette question-là? C'est ça qui est intéressant. Alors en fait, on a cette question, elle est née d'une réflexion qu'on a eue tous ensemble. Il y a plusieurs choses qui nous font penser ça. D'abord, on vient tous d'horizons très variés dans notre classe. Pour autant, quand on ne vient pas du milieu agricole, c'est d'abord très difficile de s'insérer, déjà, très difficile de se sentir inclus dans ce milieu duquel on n'est pas originaire. Et en plus, quand on ne vient pas du milieu agricole, pouvoir intégrer une formation agricole, c'est vraiment pas facile parce qu'on a très peu d'informations. Il est très difficile de trouver des informations sur ces formations. Je n'ai pas du tout une formation agricole et quand je suis arrivée dans cette formation, il a fallu m'intégrer, il a fallu me faire ma place, par exemple. Et c'est vraiment pas facile quand on ne vient pas du milieu agricole. Et alors, pour pouvoir en plus trouver des formations et trouver les informations sur le contenu des formations, c'est très, très compliqué.
Mais si je peux me permettre, je pense que le sujet, effectivement, il va au-delà de… Moi, je vous ai développé l'attention de la région sur ces formations, mais je crois que c'est un système, enfin, c'est une problématique du système un peu français qui est extrêmement cloisonné. Moi, je n'ai pas fait d'études agricoles, j'ai été à Sciences Po, sauf que je viens d'un quartier populaire de Toulouse qui s'appelle le Mirail. Et en fait, moi, je ne savais même pas que ça existait, Sciences Po. Et si un prof m'en avait pas parlé, parce que j'avais développé, il trouvait ça intéressant, ce dont j'avais envie, il m'a dit, mais pourquoi tu ne passes pas le concours de Sciences Po? Et en vrai, aucun conseiller d'orientation ne m'en avait parlé, personne ne m'en avait parlé parce que j'étais d'un milieu où ce n'était pas trop le sujet. Et donc, je crois que le sujet dont tu parles, il dépasse finalement le monde agricole et il est la question de la connaissance de l'offre de formation en France dans un système qui est très cloisonné. Après, il y a une problématique qui me semble spécifique à l'agriculture, c'est quand tu ne viens pas du milieu agricole, la manière dont tu peux t'intégrer dans les questions agricoles, et y compris, il y a encore de nouvelles segmentations. Si tu es exploitant ou si tu es salarié, le statut n'est pas le même. Donc, il y a des questions qui sont inhérentes aux catégories de la population avec assez peu de mobilité sociale finalement et peut-être de manière encore plus marquée dans le monde agricole aujourd'hui. Philippe, vous vouliez rajouter Oui, je veux bien dire un petit mot. Je pense qu'effectivement, il me semble qu'il y a un intérêt à avoir un enseignement agricole technique et supérieur qui soit de grande qualité. Je ne dis pas ça parce que vous êtes dedans et pour vous rassurer, mais quand on regarde les comparaisons au niveau international et on reçoit aussi des délégations des autres pays, la qualité de l'enseignement agricole en France est considérée quand même très forte. Les référentiels sont changés régulièrement. Il y a ces dispositifs de stage, de ferme d'application. Bon, il y a des éléments aussi sur la politique internationale quand on n'est pas en Covid. Il y a pas mal de choses qui sont originales. Donc ça, c'est bien. Je pense qu'il ne faut pas que ça soit cloisonné. C'est une des difficultés, hein, vous l'avez dit. Et c'est vrai, quand on est en internat, en milieu rural, c'est fort pour l'esprit de promo et les liens interpersonnels quand ils se nouent, mais ça isole un petit peu du reste. Donc, mais ça, normalement, je sais que les profs des lycées veillent à ça, quoi, ce qui est des brassages, des échanges, et quand il y a de l'échange international, c'est bien. Il faut qu'il y ait des liens aussi avec l'enseignement supérieur. Un certain nombre d'entre vous pourront décider de poursuivre des formations avec des passerelles pour entrer dans des écoles d'agronomie ou des écoles vétérinaires. Les mêmes écoles d'agronomie et écoles vétérinaires avec lesquelles on travaille, nous, en recherche, doivent se connecter avec les universités. Ça ne va pas être une tour d'ivoire. Et donc, l'école d'agro, l'Institut agro de Montpellier, ils travaillent bien avec l'Université de Montpellier. Donc, il faut qu'on ait à la fois, je pense, des enseignements de qualité, mais avec des passerelles, pour qu'on ne se sente pas coincé. Et que si vous avez envie d'évoluer à un moment donné vers autre chose, vous ne soyez pas coincé. Mais il faut être conscient qu'il a une belle reconnaissance, cet enseignement agricole, même s'il peut encore s'améliorer. Après, sur la communication, j'ai vu que le ministre de l'Agriculture a lancé, je ne sais pas si vous avez discuté avec lui, mais il a lancé il n'y a pas longtemps une campagne sur les métiers du vivant pour intéresser les jeunes qui ne connaissent pas l'enseignement agricole à cette filière. Et donc, il y a beaucoup à faire parce qu'on est petit en comparaison. C'est 5% des effectifs. Donc, c'est vrai, quand on est en collège et qu'on s'interroge sur son avenir, on n'a pas forcément le réflexe et la connaissance. Donc, c'est quand même un travail de long terme qu'on a devant nous, mais pour moi, je pense qu'on a plutôt un bon dispositif en France. Tout à fait. Ce qu'il faut préciser aussi, quand même, c'est que les lycées agricoles en France, selon le territoire dans lequel ils sont, est-ce qu'ils sont presque dans la ville ou complètement à la campagne, dans un bassin très spécialisé en élevage, n'ont pas du tout le même profil d'élèves. Il y en a qui sont très centrés sur le vivant, d'autres sur les travaux paysagers. Et dans ce cadre-là, certains lycées agricoles n'ont quasiment plus de fils d'agriculteurs dans leurs effectifs. Voilà, c'était un petit point de… Et donc, Oswil, c'est un petit peu particulier parce que je crois que justement, il est assez mixte. Donc, je continue parce que je suis obligée d'avancer vite. J'ai alors Pierre-Antoine qui va poser sa question parce qu'il a été esquivé entre-temps. Donc, Pierre-Antoine qu'on n'a pas encore entendu. Il me semble qu'on y a déjà un petit peu répondu, mais Philippe va donner un petit complément très rapide à cette question. Pierre-Antoine, c'était la question 5, je me souviens.
Bonjour. Alors, pourquoi les agriculteurs ne prennent-ils pas place en amont dans un schéma de discussion de mise en place de l'essai? Alors, essai, c'est essai au champ, c'est quel Essai au champ. essai au champ? Oui, effectivement, j'ai en partie répondu tout à l'heure, mais je peux le repréciser. Sur nos... Alors, ça dépend des essais. Il y a des centaines et des milliers d'essais qui sont conduits chaque année, qui peuvent être, et j'en ai vu un certain nombre, qui peuvent être assez fastidieux. Donc, s'il fallait qu'on ait toujours un agriculteur à côté, je pense qu'il s'ennuierait. Quand vous répétez 10 fois, 20 fois pour avoir des séries comparative avec un petit peu de NPK, un peu moins de NPK, pas de phyto, etc., sur des micro-parcelles, c'est un travail que les agriculteurs n'ont pas le temps d'assumer. Mais sur les gros enjeux, quand on travaille sur, et on va peut-être y revenir dans la suite de la discussion, hein, sur la réduction des produits phytosanitaires, sur l'amélioration du bien-être animal dans les élevages, sur l'adaptation au changement climatique, on a de plus en plus d'agriculteurs, alors pas tous, mais certains qui sont prêts à s'impliquer, qui sont associés, y compris même au protocole de recherche. Donc, le chercheur va discuter, il va dire, ben voilà, ce sur quoi on travaille, quel est votre avis là-dessus? Et quand on le fait sur des sujets comme ça, c'est très profitable. Merci pour cette réponse courte et efficace. Alors, il y en a une que j'aime beaucoup, on l'a laissée inchangée. C'est celle que va relayer Samuel, également petit-fils d'agriculteur, je crois. Samuel, c'est la question 7, parce qu'évidemment, on a quand même sélectionné. Hein. Samuel? Oui, alors pourquoi la région Occitanie investit-elle autant d'argent dans la recherche avec l'INRA? Elle nous plaît beaucoup. Non, mais c'est vrai, je me pose la question, on va réduire un peu la voilure. Très sérieusement. D'abord parce que, mais c'est bien d'énoncer, nous, on est convaincus que la recherche doit être au cœur de la société si on doit pouvoir en penser les transformations et les transitions. Je dis ça parce que régulièrement, face aux crises et aux urgences, parfois sanitaires, démocratiques, économiques, on nous dit non, mais la recherche, c'est un temps long, il n'y a pas d'argent tant que ça public, et donc pourquoi vous ne priorisez pas sur la réponse à l'urgence plutôt que de mettre sur la recherche qui représente parfois un temps long? Tout simplement parce que vous pouvez agir sur les urgences, mais vous êtes acculé, et la recherche, ça vous permet justement d'anticiper les transitions, en tout cas d'y apporter d'autres solutions. Il y a des transformations qu'on a insuffisamment collectivement anticipées, notamment dans la lutte contre le réchauffement climatique, dans la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre. Et nous, on pense que c'est par la recherche qu'on sera en capacité de produire les solutions. Et il se fait que l'INRAE, aujourd'hui, contribue aux réflexions sur l'alimentation durable, plus observatrice de la lutte contre le changement et le réchauffement climatique, sur la question des inégalités territoriales, ou sur comment nourrir mieux et plus de personnes en répondant à des inégalités sociales et économiques qui existent par des solutions plus innovantes. On a du coup en région Occitanie, d'une part la conviction très forte que la recherche est une pierre angulaire des réponses aux enjeux sociaux et mondiaux qui se posent, et la volonté de pouvoir répondre non pas sur de la stratégie d'urgence, mais en posant des solutions plus durables. Alors parfois, c'est difficile à faire quand on est responsable politique parce qu'on est élu sur un temps court. Et en gros, vous cherchez des réponses qui vous permettront de présenter un bilan aux électeurs en disant, voilà, j'ai fait ça, on a trouvé telle solution pour ci, pour ci, pour ça. La recherche, ça s'inscrit sur un temps long, et même vos formations. On produit, entre guillemets, un exploitant ou un ingénieur tous les 5 ans. Il y a de plus en plus de formations longues avec les stages, avec l'apprentissage. Et du coup, il y a un risque politiquement, on ne récupère pas la mise de départ de notre investissement, parce qu'on n'en verra pas le fruit. Sauf qu'il ne faut surtout pas penser comme ça, parce qu'autrement, on n'arrive pas à adresser les transformations qui nécessitent des mobilisations plus globales et sur des temps longs. Donc, voilà la raison pour laquelle on intervient dans l'INRA. C'est la différence entre une société de la connaissance et une société du spectacle, et notamment du spectacle politique. Et des fois, il n'est pas très, très bon, le spectacle politique du moment. Ça ne sert à rien d'aller faire genre, je vais aller m'immoler
avec les paysans pour dire qu'il faut revendiquer leur travail et les aider. Si vous leur sucrez tout le foncier, si vous ne mettez pas un pet d'argent dans la ressource et dans la formation des compétences avec nos lycées publics. Tout ça, c'est du vent autrement. Merci. Je précise qu'il y a sur le côté pas mal de remarques, de questions qui sont très, très intéressantes, mais j'en suis désolée, je priorise pour l'instant les questions des étudiants qui ont fait vraiment un travail en amont. Voilà. Et si on a le temps, voilà. Philippe, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, à la fois j'ai envie de dire, non, mais il y a l'argent, mais il y a l'engagement de long terme de la région. Et donc, c'est l'occasion quand même de le dire et de remercier la région, sa présidente Carole Delga, son prédécesseur Martin Mallier quand il était encore à la Midi-Pyrénées, avec Michel Marin qui doit être présente avant Pierre-Benoît Joly, parce que ce partenariat de la région avec l'INRA devenu INRAE, il est fort, il permet d'investir dans le long terme, comme l'a très bien dit la vice-présidente, et ça nous aide à structurer les choses. En retour, la région, elle dispose de plus de 1200 ingénieurs, chercheurs, techniciens sur son territoire. C'est la première région d'INRAE avec l'Île-de-France. Je sais que la présidente Caroline Delga y tient et le sait le rappeler. Et c'est à la fois du coup de la visibilité scientifique au niveau national et international, mais c'est aussi une capacité d'avoir des retours pour les acteurs. Et il y a plein, et ça Pierre-Benoît le dirait mieux que moi, il y a plein d'interactions. Je voyais encore récemment une réunion qui était menée par des chercheurs INRAE de Toulouse sur les cultures intermédiaires. C'est un gros enjeu, ça, dans l'agroécologie, avec des étudiants, plus de 80 étudiants, des collègues à vous, des enseignants, des chercheurs, des professionnels, des agriculteurs. Ça, c'est fait aussi parce que la région nous aide. Regardez, nous, on est une grande région viticole, ça fait vivre plein de familles, ça fait partie aussi de notre rayonnement, parce qu'on a la première surface en AOC au monde. Et du coup, avec Vinidoc, qui est un programme qu'on fait avec l'INRAE, l'objectif, c'est de trouver des alternatives aux fertilisants, aux phytosanitaires, bref, à l'emploi de demain et au maintien de la biodiversité de demain. Donc, effectivement, ça a un avantage énorme pour le territoire, son économie et son terroir. Mais ça rejoint la présentation de ce matin de Pierre Cornu et Michel Grossetti qui montraient cette espèce d'hybridation, d'intérêt partagé entre la région, son territoire et INRAE. Alors là, nous allons aborder avec Paul, de nouveau, une question qui va peut-être fâcher, mais comme il n'y a pas de censure ni à INRAE ni à la région, ni au LECTA. Paul, est-ce que vous pouvez poser votre question? Oui. Au Brésil, chaque année, ils battent des records en production de soja OGM avec des prix défiant toute concurrence. Ne sommes-nous pas à la traîne? Est-ce que la France ne devrait pas revoir sa politique sur les OGM? Est-ce que l'INRAE continue ses recherches? Voilà, eh bien, c'est un beau cadeau, Philippe. Ah ouais, non, mais c'est une belle question, mais merci, oui, Paul. Oui. J'ai envie de dire plusieurs choses. Premièrement, malheureusement, au Brésil, ils battent des records aussi en déforestation. Toute la déforestation de l'Amazonie n'est pas liée au développement du soja, mais malheureusement une partie. Et ce soja OGM, il est majoritairement sur des cultures qui étaient tolérantes au glyphosate. Et on voit bien l'intérêt qu'il pouvait y avoir pour étendre les surfaces, parce que le traitement en désherbage est plus simple. Si on a une culture qui est devenue modifiée génétiquement pour être tolérante au glyphosate, quand vous le passez, vous éliminez toutes les mauvaises herbes. Mais il y a quand même des résistances qui sont apparues aux États-Unis comme au Brésil sur un certain nombre de mauvaises herbes qui sont devenues résistantes aussi au glyphosate. Donc, sur le moyen long terme, c'est pas aussi efficace que ça. Alors, qu'est-ce que fait la France? Qu'est-ce que fait l'Europe? Sur les premières générations d'OGM, donc celles qui étaient notamment tolérantes au glyphosate, elles ont été progressivement, effectivement interdites en Europe, à l'exception, je crois, d'un pays, l'Espagne, qui cultive un petit peu de maïs modifié génétiquement. Pour pratiquement tous les autres pays, les ont suspendus. Nous, on continue la recherche, puisque c'était le sens de la question. On continue la recherche, non pas sur les anciens OGM, mais sur les nouvelles techniques d'édition du génome. Et donc, c'est intéressant ces techniques parce que ça permet, dans notre logique de compréhension du vivant,
ça va aider à voir le rôle de tel ou tel gène de façon plus facile. Et quand sur tel ou tel fonctionnement d'un blé, par exemple, pour résister au stress hydrique, pour résister à une maladie fongique, il y a plusieurs gènes différents qui peuvent avoir un rôle. Le fait, grâce à l'édition du génome au NBT, de pouvoir faire fonctionner un gène, de le faire s'exprimer ou non. Pourriez-vous, cher ami, oui, dire ce que cela veut dire? L'édition du génome ou les NBT, c'est les New Biotechnology, effectivement, merci Valérie. C'est donc, on en a parlé parce que le prix Nobel, un prix Nobel a été remis il n'y a pas très longtemps à une Française qui travaille sur ces sujets-là. Et il se trouve que c'est un sujet qui est sensible au niveau politique, au niveau européen, parce que ces techniques, pour le moment, sont considérées comme étant équivalentes aux OGM. Et il y a des parties du monde agricole et du monde des semenciers qui souhaiteraient que la réglementation européenne évolue pour que ces techniques qui sont un peu différentes quand même, d'un point de vue, j'allais dire, purement technique, des précédentes, ne soient pas soumises au même moratoire que les OGM de première génération. Donc nous, on est un organisme de recherche publique, donc on ne rentre pas dans le débat politique pour ou contre, mais on fournit des données scientifiques. On utilise ces techniques pour bien connaître le vivant. Et il me semble que si la réglementation devait évoluer, ça ne pourrait pas être sur les mêmes caractéristiques que les OGM que vous citez en exemple au Brésil. C'est-à-dire faire des OGM pour les rendre résistants aux phytosanitaires, pour moi, c'est un contresens. Si demain, on a des produits agricoles qui résistent au stress hydrique, qui permettent de s'affranchir des produits phytosanitaires tout en résistant aux maladies, alors il faudra qu'on se pose la question. Et on pourra se dire, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Ça sera un débat démocratique. Mais ça peut valoir le coup de se poser la question. Sur les toutes premières générations, franchement, c'était des choix politiques, mais moi, je peux les comprendre. Et il me semble après, pour finir, parce que ma réponse est évidemment plus longue que la question, qu'il faut aussi investir, c'est ce que fait la France et c'est ce que fait la région Occitanie, il faut investir dans des variétés, des filières oléagineuses et protéagineuses en France. Il faut qu'on soit capable de fournir du soja, du tournesol, des tourteaux pour nos élevages, qu'on ne soit plus dépendant du Brésil et qu'on arrête d'importer de la déforestation en France. Et ça me paraît être un enjeu majeur. Donc, nous, on travaille en recherche et nos chercheurs de Toulouse travaillent là-dessus pour avoir des variétés qui soient plus performantes, pas nécessairement modifiées génétiquement, encore une fois, même si on travaille dans les labos. Mais en tout état de cause, il faut qu'on ait une reconquête forte de nos protéines végétales en France. Alors, vous avez parlé de choix politiques. Justement, je voulais repasser la parole à Nadia sur cette question du soja OGM. Est-ce que la région, en tant qu'institution, a une position relativement arrêtée? Comment ça se passe? Oui, on a une position. Alors, dans le droit fil de ce que vient de dire le président Moga, on a la volonté d'avoir des partenariats de recherche sur des substituts au soja brésilien, d'une part parce que dans le modèle importer des produits d'aussi loin, mais ce n'est pas très bon en matière d'impact de gaz à effet de serre et ce n'est pas très bon non plus pour l'économie et les business models de nos agriculteurs. Donc moi, je ne crois pas que le salut pour nous, ça soit de singer la production brésilienne. On a aussi des productions qui peuvent s'opérer différemment. On a fait des choix de protectionnisme, notamment sur le fait qu'on n'autorise plus les importations de soja OGM via nos ports régionaux. Alors peut-être que ce que vous ne savez pas, c'est que la région, elle est propriétaire, on est actionnaire de 10 aéroports en Occitanie, il y en a 10. Vous connaissez sûrement les deux plus connus et les deux plus rentables que sont l'aéroport de Montpellier, Moguio, et de Toulouse-Blagnac. Mais on est également propriétaire complètement de 2 ports, notamment Sète et Port-la-Nouvelle, par lesquels arrivent des marchandises agricoles, maraîchères et arrivée du soja OGM. Aujourd'hui, après l'adoption du pacte vert, en cohérence, nous n'avons plus autorisé, nous disons qu'on diminue l'arrivée et le passage par nos ports de soja OGM, et à partir de 2027, ça sera strictement interdit. Pourquoi 2027? Parce que justement, les recherches conduites, notamment avec l'INRAE, doivent nous amener à trouver d'autres modalités de production et de protéines végétales
et puis d'autres sources d'oléagineux, d'autres manières de les produire et d'accentuer les rendements. Mais nous considérons que notre rôle en matière de puissance publique, c'est d'être en capacité de proposer des alternatives à ces modèles qui ne sont pas enviables d'un point de vue de l'impact environnemental mondial. Alors, donc après cette réponse fort satisfaisante, à mes yeux en tout cas, sur les OGM, j'ai un autre petit cadeau avec Samuel, avec un autre sujet qui est très pacifié et paisible aujourd'hui. Samuel, je crois que c'est la question 10. Pourriez-vous nous la formuler à haute voix, s'il vous plaît? Pas de souci. Moi, je suis attaché aux produits des terroirs français et à la gastronomie française et j'aime bien manger de la viande. Et j'ai une question, c'est est-ce que l'élevage et le bien-être animal sont-ils compatibles aujourd'hui et quel est le rôle de l'INRAE? Et on verra aussi avec peut-être la région Occitanie s'il y a quelque chose là-dessus. Merci. Moi, j'aime bien manger de la viande aussi, Samuel. Ouais. Je laisse Philippe. Et moi aussi, il n'y a rien de mieux qu'une bonne côte de bœuf. Allez-y, Philippe. Ouais, merci. Vous ne regrettez rien, hein? Non, mais c'est sûr que si on était venu, si on avait pu le faire en présentiel, j'imagine qu'à un moment ou à un autre, on aurait pu déguster ces merveilleux produits de terroir d'Occitanie. Moi, je dirais une chose simple, c'est qu'il est très difficile de concevoir des systèmes d'agriculture durable sans élevage. Au niveau de la planète, au niveau de l'Europe, au niveau de la France. Pour plusieurs raisons, enfin les deux principales, c'est que, et c'est l'histoire de l'agriculture qui l'a montré, hein, c'est qu'on a un cycle, quand c'est bien organisé, ça renvoie à la question de tout à l'heure, du lien entre polyculture et élevage, c'est que le cycle biogéochimique, comme on dit scientifiquement, l'azote, le phosphore, l'ammoniac, ils peuvent circuler de façon bouclée, un schéma d'économie circulaire, et donc permettre d'assurer la fertilité des sols. Et puis, on a aussi, dans beaucoup de pays du monde, l'élevage valorise des terres qui seraient peu pratiques pour faire des grandes cultures. Il y a des zones où on fait de l'élevage qui pourrait donner plus de céréales, mais il y a aussi des zones que notamment dans les zones de montagne, les zones arides, etc., où on a des élevages. Donc, c'est une forme de complémentarité dans la valorisation de l'espace. Et puis, il y a aussi, et vous l'avez dit, c'est aussi des traditions culinaires, gastronomiques. C'est vrai pour la France, mais c'est vrai pour pratiquement tous les pays du monde. Et donc, je pense que le premier élément, c'est ça. Une fois qu'on a dit ça, je dirais deux autres choses, deux principes forts. Il faut, si on veut nourrir 9 à 10 milliards d'humains sur la planète en 2050, on le disait tout à l'heure, il faudra qu'on consomme moins de viande que la moyenne des Américains, la moyenne des Français ou la moyenne des Européens aujourd'hui. Sinon, on n'y arrive pas, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une partie de l'élevage, tout ne se fait pas sur des surfaces arbustives, mais voilà, il y a quand même une partie de consommation de céréales. C'est souvent ça que les opposants mettent sur la table, hein, et ça fait partie du débat public, en disant pour arriver à 1 kilo de protéines animales, ça consomme plus d'hectares que 1 kilo de protéines végétales. Et donc, si on regarde, et c'est ce qu'on fait au niveau de la recherche, on essaye de trouver un optimum qui tienne compte de la santé de la planète et de la santé des humains. Et ben, quand on regarde les préconisations de l'Organisation mondiale de la santé, on voit qu'un régime autour de 50% de protéines végétales et 50% de protéines animales, c'est plutôt bien en équilibre. Ça n'empêche pas ceux qui veulent, pour des choix personnels, en tant que végan ou végétarien, passer au tout végétal, d'essayer de le faire ou de le faire. Mais d'une manière générale, il y a un bon équilibre nutritionnel. On n'est pas à ça aujourd'hui. On est plutôt dans nos pays à plus de 70% de protéines animales, enfin entre 70 et 65 selon les moments et les régions. Et donc, il faut qu'on rééquilibre. Donc ça, c'est mon deuxième message. Et le troisième message, c'est qu'en faisant ce rééquilibrage, il faut qu'on trouve, et je pense que c'est possible aussi, un bien-être pour les animaux comme pour les éleveurs. Et si on fait un tout petit peu moins de consommation de viande, mais qu'elle est mieux rémunérée, qu'elle est basée sur des systèmes d'élevage extensif comme vous en avez en Occitanie, mais comme il y en a dans d'autres régions de France, et qu'on arrive à avoir une meilleure rémunération des éleveurs, on sera dans une situation où on pourra aussi améliorer le bien-être animal et nos citoyens, nos concitoyens, chacun d'entre nous, on est attaché évidemment au respect de l'animal. Donc c'est ça la triple équation.
il faut de l'élevage pour avoir une agriculture durable à terme. 2, il faut rééquilibrer nos régimes alimentaires au niveau mondial comme dans notre pays. Et 3, si on fait ça, ça nécessite de la recherche, de l'innovation et de l'accompagnement des politiques publiques, on peut trouver des systèmes d'élevage qui seront ce qu'on appelle le One Welfare, comme on dit le One Health. Le One Health, c'est une seule santé. Le One Welfare, c'est un bien-être qui concerne les animaux, mais aussi les éleveurs. Moi, je vais me tourner vers Valérie. Oui. Juste une petite question, Nadia, qui concerne la région. Quand on parle de bien-être animal, on ne parle pas aussi de bien-être animal que dans les élevages, mais dans le transport. Et quand on sait que, par exemple, la métropole toulousaine, finalement, mange énormément de viande qui ne sont pas issues de la région. Et donc, voilà, comment vous pouvez aussi entendre cette question-là en termes de logistique, ce à quoi on pense peu, mais voilà, c'est ça que je voulais vous demander. Non. Vous avez raison, plusieurs choses. D'abord, je disais à Samuel tout à l'heure que oui, moi aussi, j'aimais la viande, j'appréciais la viande. Et j'apprécie aussi de manger des pâtes faites à base de verre de farine. Je n'ai pas de difficulté avec ça. Et justement, parce que ça permet de produire de la protéine nécessaire à notre régime alimentaire en diminuant le nombre de surfaces dédiées à l'élevage. Je pense qu'on doit être en capacité d'être sans sectarisme et sans obscurantisme sur la question. Je n'ai pas de dégoût vis-à-vis de grillons ou de verre de farine si c'est la condition pour permettre un élevage de qualité qui me permette aussi de manger de la côte de bœuf demain et d'avoir conscience que je ne peux pas savourer mon seul privilège de manger de la côte de bœuf en ôtant ce droit-là à toute une partie de la population ou de la planète. Et en même temps, je n'ai pas envie, quand je mange une bonne côte de bœuf, d'avoir un discours moralisateur à la con qui me dise que je suis en train de tuer la moitié de la planète en mangeant ma côte de bœuf. Je pense qu'il y a un juste ratio et qu'on a des combats à mener parce qu'en l'espèce, nous avions une très, très belle entreprise qui faisait de l'élevage de grillons et de verre de farine en Occitanie, qui s'appelait Micronutrice, qui est devenue Agronutrice, tout simplement, qui a dû se repositionner en alimentation pour poissons pendant tout un temps, parce que les directives, les réglementations européennes et leur application en France ne leur permettaient pas de commercialiser pour l'alimentation humaine. C'est désormais possible, mais on voit bien quand même qu'il y a des évolutions, à la fois dans les habitudes de consommation, mais aussi dans la réglementation, qui ont parfois du mal à suivre de l'innovation dont on est capable et à faire accepter des nouveaux modes alimentaires. Sur la question de la logistique que vous posiez, Valérie, oui, moi, c'est un combat qui fait que 80% de la viande consommée à Toulouse n'est pas produite dans la région ni même en France, pour être assez cash, ce qui n'est pas normal. Donc, évidemment, dans nos cantines, aujourd'hui, il y a eu un effort de fait pour que ça soit quand même plus local. Mais ce problème de logistique, il est très, très lourd. Il faut qu'on réorganise les circuits de distribution. On s'appuie beaucoup sur le grand marché, le marché d'intérêt national, qui a une directrice qui est très dynamique, qui est une femme jeune, et avec lesquelles on essaie de connecter nos producteurs et nos éleveurs pour qu'il puisse y avoir cette possibilité de consommer des produits locaux de manière plus simple. Mais là encore, je pense qu'il y a un sujet d'éducation. Par exemple, dans vos selfs, alors vous, à Haussville, c'est un peu singulier, mais dans plein d'endroits où les jeunes mangent, notamment les restos universitaires, il n'est pas toujours indiqué l'origine du produit. Alors que c'est si simple sur le carton de la livraison du produit, de découper même de manière assez brute ce qu'il y a sur le carton pour le mettre en face de la grille du menu ou sur les chevalets devant la piste de self. Et ça permet de faire aussi de l'éducation à la vigilance alimentaire. Sur la question du bien-être animal, je souscris à ce qu'a dit Philippe. Si on fait moins, on fait mieux. Donc, c'est important de le souligner. Moi, je regrette là aussi un peu les caricatures ou les débats trop radicaux qui font que si on consomme de la viande, on est forcément contre le bien-être animal. C'est inexact, mais ça demande des investissements. Par exemple, la région vient d'investir de nouveau dans un abattoir, y compris parce que le modèle économique d'un abattoir fait que, et pour les hommes et les femmes qui y travaillent, et pour les bêtes, la rentabilité à tout craint rend l'aspect complètement inhumain à l'encontre de ceux qui y travaillent et des animaux. Et donc, il faut, pour que ça soit correct, qu'il y ait un investissement fort de la puissance publique qui permette une rentabilité
qui n'est pas éprouvé s'il y a le seul modèle privé. Donc, c'est aussi un choix de société que de mettre des budgets publics dans la meilleure manière de traiter ceux qui travaillent dans ces milieux-là, qui ne sont pas plus des barbares que d'autres, et qui permettent en bout de chaîne de se nourrir, parce qu'il y a le travail noble de l'éleveur qui va poser avec l'agneau sous les affiches avant Pâques, mais à un moment donné, cet agneau, il est abattu. Et il y a du respect à avoir pour l'ensemble de la chaîne professionnelle, mais pour ça, il faut mettre quand même des moyens, autrement, c'est mal fait. Merci pour cette réponse. On va terminer par une dernière question qui n'est pas tout à fait dans la même veine. Flora, vous aviez d'ailleurs hésité à la poser. Nous vous avons invité à le faire néanmoins. Est-ce que vous pouvez la formuler, s'il vous plaît? Alors malheureusement, on a appris il y a quelques semaines le décès d'une des techniciennes de votre centre. On a appris qu'elle était morte de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Est-ce qu'après cet événement tragique, on peut repenser la recherche? Quelles leçons peut-on tirer de cet événement? Voilà, donc la question s'adresse évidemment prioritairement à Philippe, mais peut-être que Nadia aura envie de rajouter un mot. Alors, bon, on termine cette question, mais elle nous semblait indispensable. Bien sûr. Merci de l'avoir posé. C'est vrai que ce n'est pas facile de parler de ce sujet parce que c'est encore très douloureux. Le décès de cette ancienne collègue qui était à la retraite, qui avait travaillé pendant de nombreuses années à Toulouse dans une unité de recherche de l'école vétérinaire de Toulouse et d'INRAE, a évidemment beaucoup affecté ses très proches, sa famille, auquel on pense, mais aussi les collègues, parce qu'elle travaillait depuis longtemps avec eux. Donc voilà, le sujet, il est douloureux. En même temps, il n'est pas non plus à raison de le cacher. Ça pose des questions et ça nous a conduit. Enfin, moi, dès que j'ai eu connaissance du fait, parce qu'on l'a su, je crois, au mois de juillet, que cette personne qui était à la retraite, donc qui avait déjà sa maladie, qui était assez avancée, mais à un moment donné, le lien avec Creutzfeldt-Jakob et donc possiblement, puisqu'elle travaillait dans une unité de recherche sur les prions, a été évoqué, nous est arrivé par la famille, par l'unité. Et donc, quand on a su ça, on a été évidemment sous le choc, d'autant qu'il y avait déjà eu un premier cas. Il y a plus de 2 ans, d'une personne qui était décédée, une technicienne qui était là, non pas à Toulouse, mais à jouer en Josas, qui avait plus de 10 ans, après avoir travaillé sur ces sujets-là, qui était décédée. Donc, il y avait été déjà un premier choc pour la communauté scientifique de l'INRA, d'INRAE, de ses partenaires. Là, alors, première fois, on peut se dire, c'est vraiment une faute à pas de chance. Et donc, on avait quand même revérifié avec le ministère de la Recherche, l'inspection générale, toutes les procédures qui étaient en vigueur dans les laboratoires INRAE de Jouy et de Toulouse pour vérifier que toutes les bonnes mesures de protection conformes à la réglementation étaient appliquées. Et là, deuxième cas, ça m'a conduit à prendre une mesure plus radicale, qui n'était pas facile à prendre, mais que j'ai prise dans la foulée au mois de juillet, c'est de décider de suspendre toutes les recherches sur les prions au sein d'INRAE, en considérant que il fallait qu'on refasse encore une enquête plus complète que ce qu'on avait déjà fait une deuxième année pour voir. Alors, on avait sur le premier décès tragique une piste qui était assez probable, qui était un accident du travail où il y avait des piqûres qui avaient été accidentelles, qui avaient eu lieu. Donc, on s'était dit, il faut sécuriser absolument toute la partie protection contre les piqûres et les coupures. Et là, pour le deuxième, on a refait l'évaluation. Alors, j'ai partagé cette information avec mes collègues des autres organismes de recherche qui ont souhaité s'associer au moratoire. Et donc, ça a fait un peu d'écho dans la presse, c'est normal, et dans la communauté scientifique internationale, parce que toute la recherche française sur les prions, de l'INSERM, du CNRS, du CEA, d'INRAE, a été suspendue cet été pour qu'on partage, qu'on essaye de comprendre ce qui s'était passé. Et on est toujours au jour d'aujourd'hui en situation de moratoire. Donc, on attend le rapport prochain de la mission d'inspection générale qui a fait une enquête très fine sur toutes les conditions de travail de cette ancienne collègue pour essayer de voir quelles étaient les pistes potentielles. Et on a décidé, ça aussi c'est une première,
de mettre ensemble toutes les mesures de sécurité des organismes de recherche nationaux pour qu'on ait un guide unique de prévention, pour qu'on soit sûr qu'au CNRS, à l'INSERM, au CEA, à l'INRAE, on ait les meilleures mesures de protection disponibles. On fait une comparaison internationale avec ce qui se passe dans les autres pays qui travaillent sur les prions. Et c'est quand on aura consolidé à la fois le rapport indépendant de la mission d'inspection générale et notre comparaison qu'on envisagera la possibilité de reprendre les recherches sur le site de Toulouse. Voilà, donc après, on n'a pas non plus envie, a priori, de dire on arrête définitivement ces recherches, parce que les recherches sur le prion, c'est aussi d'une certaine façon, j'allais dire, une forme de cohérence avec l'engagement de cette technicienne qui a travaillé pendant de longues années là-dessus. Ce n'était pas pour rien, c'était pour lutter contre des maladies qui sont terribles, dont elle était malheureusement victime, qui sont ces maladies neurodégénératives contre lesquelles il n'y a pas de traitement aujourd'hui. Donc, si on veut trouver, il y a encore des gens, chaque année, on ne le dit pas forcément, mais qui meurent évidemment beaucoup d'Alzheimer, de Parkinson, mais aussi de maladies de Creutzfeldt-Jakob, dites sporadiques. Elles ne sont pas liées directement à la vache folle, mais c'est des gens qui en meurent. Et donc, ces recherches qu'on mène dans nos laboratoires, elles servent à essayer de mieux comprendre ce qui se passe et de trouver des solutions. Donc, le bon équilibre, honnêtement, pour moi, il n'est pas facile à trouver entre pouvoir reprendre la recherche pour trouver des solutions sur ces enjeux de santé publique, mais en ayant le meilleur niveau de sécurité pour nos agents, pour limiter au maximum les risques. Et voilà, et on est dans cette situation-là en ce moment. Merci pour cette mise au point qui était sans doute nécessaire. Nadia, je ne sais pas si vous avez envie de rajouter quelque chose à cet événement dont on vient de parler, ou si vous avez envie de vous adresser, une dernière adresse à ces étudiants. Je vous laisse libre. Il nous reste quelques minutes. Merci Valérie. Évidemment, dire ma solidarité avec la communauté de l'INRAE, parce que bien que à la retraite, évidemment, c'est un impact sur la communauté qui me semble a été bien prise en compte par le président qui vient d'indiquer les orientations qui furent les siennes à la suite. Et évidemment, une pensée pour les familles à la fois du dernier décès, de Pierrette et puis d'Émilie Jomain, puisque son cas a été évoqué sur les années précédentes. Donc, moi, je trouve ça sain que Flora pose la question et que vous n'ayez pas filtré. Je comprends les inquiétudes, si ce n'est celle des étudiants, peut-être de leurs proches, de leur famille, sur ces sujets, et qui révèlent aussi des vrais sujets de société que la pandémie Covid a un peu éludé ou transformé dans leur approche, mais les précédentes crises sanitaires auxquelles on a été confrontés sont passées par des vecteurs animaux et par la voie de la consommation. On a eu plusieurs sujets d'épizootie, de grippe aviaire, de vache folle, évidemment, et qui interrogent nos modes de production. Donc, je trouve ça normal que ça ait été posé. Moi, ce que je voulais dire peut-être en forme, non pas de conclusion totale, mais de cette séquence et de cet échange. D'abord, vous remercier Pierre-Benoît Joly et vous, Valérie, d'avoir eu cette idée que d'échanger avec vous, étudiantes et étudiants, pour parler de l'avenir de notre modèle agricole, de ces professions, de votre engagement en termes de recherche. Je trouve que c'est bien pensé. Parfois, je regrette que sur des conférences, on soit invité pour dire, par exemple, l'avenir de l'enseignement supérieur en France, la place de la jeunesse dans la transformation de la société, alors même que j'ai pleinement conscience que je ne suis pas plus, en tout cas, jeune ou jeune depuis un peu plus longtemps que vous, et que donc il serait plus pertinent de vous interroger directement que de faire semblant qu'on soit les porte-parole de quoi que ce soit. On a une parole qui est la nôtre, qui est légitime en termes de la démocratie représentative. Mais je trouve ça très bien que ce soit vous qui exprimiez ces choses et ces questions. Et là, vous étiez dans le rôle de ceux qui posaient les questions, mais je suis aussi complètement convaincue que vous avez aussi vos propres solutions et vos propres réponses, en tout cas celles que vous souhaiteriez voir mises en œuvre
Et je pense que c'est sain, et je pense que ça serait une belle réussite du système éducatif français et républicain, que de faire de vous, en plus de grands professionnels, de peut-être futurs chercheurs, des femmes et des hommes engagés dans l'avenir du monde agricole. Parce que c'est un sujet de société, vous avez bien fait de le rappeler. Moi, je regrette que dès votre formation, vous ayez le sentiment, par contre, qu'il soit insuffisamment appréhendé ou insuffisamment valorisé par notre société. Parce que si vous pensez ça, je crois que ça ne peut que s'aggraver dans la pratique professionnelle. Et on voit qu'il y a quand même une rupture avec toute une partie du monde paysan et du monde agricole et la représentation. J'étais il y a une dizaine de jours à Bruxelles et des commissaires européens m'interrogeaient sur la perception de la nouvelle PAC. Bon, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la nouvelle négociation de la PAC, où je trouve qu'on a une renationalisation des aides, mais ça peut être un autre sujet. Mais je leur disais que, surtout, le sujet, c'est que, à part les représentants des organisations syndicales et professionnelles, tout ça était tellement loin, tellement technique qu'en vrai, nos producteurs, nos éleveurs, ils ne me parlaient pas de ça de but en blanc. Et que c'était faux de faire comme si on en parlait tous sur chacune des exploitations. Qu'en fait, ils avaient le sentiment que c'était réservé comme sujet à quelques-uns qui étaient en capacité d'avoir ce type de soutien ou ce type d'aide. Et moi, ce que je souhaiterais qu'on puisse construire ensemble, et qu'on s'évertue à faire, me semble-t-il, avec INRAE, c'est de faire en sorte que ce sujet, ça ne soit pas un sujet spécialiste. La place du monde agricole, de sa recherche dans la question des transformations du modèle de production, du modèle d'environnement, et qu'on soit bien sur un sujet qui soit partagé par la société, qui intéresse au-delà des étudiants en BTS que vous êtes, des politiques ou des responsables d'un grand organisme de recherche et d'un grand institut du territoire. Ça doit être un sujet de société. On doit pouvoir en parler simplement et sans tabou. Et donc, merci pour avoir fait cette expérience aujourd'hui. Merci à Philippe Mauguin et à travers lui à l'ensemble des équipes de l'INRAE, parce que vous êtes éminemment utiles au territoire. Et moi, je pense au-delà, aux valeurs républicaines qu'on défend tous ensemble. Merci. Moi, je vais laisser la main à Pierre-Benoît. Je regrette. Est-ce que tu me permets quand même, peut-être je voulais juste dire un mot, mais plus court, parce que ma dernière intervention, évidemment, et je l'assume complètement, elle était sur ce sujet douloureux. Je ne voulais pas rester que sur ce message-là et juste dire, un peu comme l'a très bien dit la vice-présidente, merci à vous, les organisateurs, d'avoir pris cette formule originale. 2, aux jeunes, d'avoir posé ces questions qui étaient percutantes, courtes et qui amenaient souvent des réponses un peu longues. C'est le signe des bonnes questions. C'était Jacques Chancel qui disait ça dans le passé. Donc, merci à vous. Et puis, je crois, comme l'a dit Nadia, que en fait, vous avez fait un bon choix en vous engageant dans l'enseignement technique, agricole, alimentaire et environnemental, j'ai envie de dire, et que ça va vous ouvrir des métiers qui sont variés, qui peuvent être des exploitations agricoles, mais pas uniquement, et qui vont être fondamentaux pour l'avenir de l'humanité. Donc, finalement, les scénarios que vos collègues ont présentés avant 2050, finalement, vous allez contribuer à les déjouer et à faire que dans les 20 prochaines années, on aura des exploitations agricoles diverses sur le territoire, qui contribueront au bien manger, mais aussi au respect de la planète. Et ça, c'est génial. Et puis, si vous avez besoin de stages, là, je parle sous le contrôle amical de Pierre-Benoît, ou si vous avez envie de pousser la porte des laboratoires d'INRAE en région Occitanie, ou d'aller voir les unités expérimentales, que ce soit à Lafarge, sur le plateau du Larzac pour voir une bergerie extraordinaire, ou que ce soit sur Montpellier ou sur Toulouse pour voir comment on fait le phénotypage des variétés de demain, ou que ce soit à Perpignan pour aller voir ce qu'on fait en maraîchage, voire pour ceux qui s'intéressent à la méthanisation à Narbonne, au laboratoire de biotechnologie de l'environnement, vous verrez que la recherche va être à côté de vous pour réussir ces transitions. Je regrette qu'une seule chose, c'est qu'effectivement, la situation sanitaire fasse qu'ils soient obligés de porter des masques, parce que voilà, on perd un peu en expressivité. Je sais que certains d'entre vous ont souri, etc. Mais voilà, on a perdu un peu de votre incarnation qu'on a nous, on a pu voir, parce qu'on vous a rencontrés. Mais bon, c'est ainsi. En tout cas, un grand, grand merci à vous tous, les élèves, Nadia, enfin les étudiants, Nadia, Philippe, et je passe la main à Pierre-Benoît. Oui, merci beaucoup Valérie, merci beaucoup
Nadia et Philippe, pardon, de vous être prêtés au jeu. Et merci infiniment aux étudiants. Quand on a présenté le projet dans cette classe, je crois, en fait, on était tous un peu comme une poule de couteau. Hein. C'est quelque chose qu'on a inventé ensemble et je suis ravi en fait de ce qu'on a produit ensemble. Donc, merci à vous, merci aux enseignantes qui vous ont suivi, merci aussi à Nicolas Bastier, le directeur du lycée, qui quand on lui a présenté l'idée d'accepter avec enthousiasme. En fait, nous sommes à côté et vraiment, les relations avec le lycée sont importantes pour de multiples raisons. Nadia l'a dit, en fait, vous êtes la génération qui fera l'encadrement de l'agriculture. Donc, le futur de l'agriculture, c'est vous. Et on a voulu vraiment, dans ce colloque, ne pas être dans notre entre-soi. On est toujours dans l'entre-soi, enfin souvent dans l'entre-soi, dans la recherche. Donc, votre contribution avec un regard qui est très important, voilà, était essentielle pour la qualité de ce colloque. La région, ce n'est pas qu'un guichet. Alors, bon, on aimerait que la région contribue un peu plus, mais la région, c'est surtout un partenaire. Et ça a été dit, la qualité du partenariat que nous avons avec la région. Alors, la région Occitanie, les deux centres, Montpellier et Toulouse, et effectivement, c'est la grosse partie des effectifs d'INRAE, c'est pratiquement 25% des effectifs d'INRAE, donc c'est considérable. Et la qualité du partenariat avec la région est essentielle, pas simplement parce que ça nous permet d'avoir un ancrage dans les territoires, mais parce que ça nous permet de faire la meilleure science pour produire des connaissances actionnables et pour allier excellence et impact. Voilà, donc ça c'est vraiment essentiel et on souhaite continuer de le développer. Et la présence de Nadia aujourd'hui est vraiment quelque chose qu'on apprécie vraiment. Voilà, donc merci à tout le monde et puis merci Philippe, évidemment. Et puis on va se retrouver pour d'autres sujets probablement très bientôt. Oui. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir à vous tous. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir.